Nous avons atteint le palier de 9% par rapport à notre projet ici et je remercie tous ceux qui vont nous permettre ici d'atteindre le 100%. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Quand une entreprise publie une compression de marge pour le quatrième trimestre consécutif, la réaction la plus naturelle est de diagnostiquer un problème. Les revenus progressent, mais quelque chose absorbe la croissance avant qu'elle n'atteigne le résultat. Les coûts dérivent, la profitabilité se détériore et si le trend se prolonge, c'est le signe d'une entreprise qui perd le contrôle de sa structure de coûts. Ou pire, d'une entreprise qui investit massivement pour défendre un territoire en train de se dérober sous ses pieds. Avec FactSet, c'est exactement ce raisonnement que la majorité des investisseurs vont appliquer. Et c'est exactement le mauvais raisonnement. Pas parce qu'il est irrationnel, il est même parfaitement logique si on s'arrête à la surface des chiffres. La marge opérationnelle ajustée est passée de 37,8% en 2024 à 36,3% en 2025. Elle atteint 35% au deuxième trimestre 2026 en recul de 230 points de base par rapport à l'année précédente à la même période. Plusieurs trimestres consécutifs de compression dans un contexte où les budgets des clients institutionnels sont sous pression. Donc, le diagnostic de fragilité semble s'écrire tout seul. Mais ce diagnostic repose sur une hypothèse implicite que personne ne formule à haute voix, à savoir que le client de FactSet aujourd'hui est le même qu'il y a 5 ans. Et c'est précisément cette hypothèse qui est fausse, parce que ça, c'est la croyance populaire. OK? Donc, pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce que FactSet a réellement construit. L'entreprise vend des données financières et des outils d'analyse à des professionnels d'investissement. Mais la vraie nature de son avantage concurrentiel n'est pas dans la qualité des données. Elle est dans la couche au-dessus, à savoir l'intégration dans les habitudes de travail des équipes. Un analyste sell-side ici qui modélise des entreprises depuis 3 ans sur FactSet n'a pas seulement un abonnement, il a des templates, des watchlists, des automatisations, des processus internes câblés sur la plateforme. Changer d'outil, c'est des mois de reconstruction, de reformation, de friction opérationnelle. Ce coût invisible dans les résultats financiers est ce qui explique une rétention de revenus récurrents supérieure à 95% année après année. C'est ce qu'on appelle un switching cost comportemental. Enfin, c'est un switching cost de manière générale, mais ici, il est très lié au comportement de l'humain. Il est puissant parce qu'il est humain. L'utilisateur a des habitudes. Les habitudes créent de l'inertie. L'inertie protège le revenu et c'est sur cette mécanique que FactSet a bâti 45 années consécutives de croissance des revenus. L'utilisateur a des habitudes, les habitudes créent l'inertie protège le revenu et c'est la raison pour laquelle cette compagnie croît depuis 45 ans. Est-ce que vous rendez compte, ça fait 45 ans qu'on parle de croissance année après année sur FactSet. Phénoménal. Maintenant, voilà ce qui est en train de changer. Et c'est là que le script habituel ou l'analyse habituelle ici ne fonctionne plus du tout. Et c'est également à ce niveau-ci que vous allez comprendre que l'IA va nous tuer. Franchement, ça n'a aucun sens avec cette compagnie. Et encore, c'est sur toutes les compagnies dans ce secteur d'activité. J'ai partagé dans le groupe School une analyse sectorielle pour cette industrie. J'ai parlé des MSCI, S&P Global, bref, pour les plus curieux, allez regarder. Donc, quand le client devient un agent IA, le switching cost comportemental disparaît. Un système qui consomme des données via une API n'a pas d'interface à réapprendre. Il n'a pas de template à reconstruire. Il n'a pas d'habitude. Si deux sources de données sont équivalentes en qualité et en profondeur historique, un système IA peut basculer l'une à l'autre en quelques heures. Ce qui reste comme avantage défendable, c'est uniquement la qualité intrinsèque de la donnée brute, qui n'est pas à négliger, bien sûr, à savoir sa profondeur historique, sa couverture géographique, sa fiabilité et sa structuration. J'ai bien dit. Profondeur, couverture, fiabilité, structuration. Donc, et ce glissement, FactSet l'a compris avant ses investisseurs. Ceux qui bazardent de l'action en date d'aujourd'hui, FactSet avait compris à cause parce que l'IA va nous tuer, etc. Elle avait compris ça depuis bien longtemps.
Lisez les résultats non pas comme un bilan de santé, mais comme une carte de navigation. Et les signaux sont partout. La part de revenus seat-based, c'est-à-dire liée au nombre d'utilisateurs humains sur le terminal, est tombée à moins de 20% de la base. Les data solutions, qui regroupent les flux de données via API et les partenariats technologiques, affichent une croissance à 2 chiffres sur tous les types de clients, les niveaux les plus élevés depuis 2023. Les contrats entreprises, qui structurent l'accès aux données de façon découplée du nombre de sièges, représentent désormais la majorité des renouvellements avec des durées qui s'allongent de plus de 30% en moyenne. Et lors du dernier trimestre, la direction a mentionné le déploiement d'un serveur MCP, c'est-à-dire une infrastructure qui permet à des agents IA externes de consommer directement les données FactSet dans leur workflow. Ce n'est pas une liste de features, c'est la trace d'une entreprise qui pivote méthodiquement de terminal pour analyse vers infrastructure de données pour système IA. Et la compression des marges actuelles, ce n'est pas le signe d'un business qui se détériore, c'est le coût de financement simultané de 2 architectures. L'ancienne, que les clients actuels utilisent encore, et la nouvelle, que les clients de demain vont exiger. La vraie question n'est donc pas pourquoi les marges baissent, c'est de savoir si FactSet peut réussir ce pivot avant que ses concurrents n'imposent leur propre infrastructure comme le standard de consommation de données pour les systèmes IA. Parce que dans ce nouveau terrain de jeu, l'avantage ne se construit plus en rendant le départ humainement coûteux. Il se construit en devenant techniquement incontournable. Et ça, ce sont 2 compétences organisationnelles profondément différentes. Est-ce que vous sauriez, face à ce dossier, distinguer précisément ce qui génère la croissance aujourd'hui de ce qui va la générer dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Pas de façon intuitive, mais de façon documentée, avec les bonnes catégories analytiques. C'est exactement ce que le prompt Premium Top Invest, dénommé « Quel produit tire la croissance de cette entreprise ?» force à faire. Ce prompt ne s'arrête pas à la croissance globale des revenus. Il vous oblige à disséquer quel produit ou service spécifique porte réellement la dynamique, à cartographier les unités économiques de chaque segment, à identifier où se joue le vrai moteur et où se situe le moteur en déclin. Dans le cas de FactSet, c'est la différence entre regarder la croissance totale de l'ASV et comprendre que cette croissance repose de plus en plus sur un segment que les métriques de surface ne rendent pas encore visible. Vous trouverez le prompt en question en description dans la bibliothèque en description de la vidéo ici, ainsi que tous les autres prompts d'ailleurs. Et je rappelle que ce sont ces prompts-là qui financent notre projet. OK? Et vous recevez quelque chose aujourd'hui, donc à savoir les prompts, ainsi que demain, une fois que le projet sera exécuté à bien. OK? Donc, toutes les informations, comme je l'ai dit, sont en description de la vidéo. Parce qu'en fait, un pivot stratégique réussi ne s'annonce pas dans un communiqué de presse. On ne dit pas qu'on a réussi le pivot, etc. Non, il se lit dans le déplacement progressif du centre de gravité d'un modèle économique bien avant que les résultats agrégés ne le reflètent. Si vous attendez que les marges confirment le succès du pivot, vous aurez attendu trop longtemps. OK? Maintenant, allons-y au niveau des chiffres très rapidement. Ici, on fait un tour. FactSet, ça ressemble à ça. FactSet a compris avant les investisseurs qu'il fallait changer depuis très longtemps. OK? Vous pouvez constater ici que les investisseurs se disent que non, c'est une entreprise qui va mourir. Parce que quand vous voyez ceci, ça veut dire ici qu'il y a un problème. Et ce problème, il est soit temporaire ou durable. Et moi, je peux déjà dire, je pense, et ce n'est que mon avis, et ça n'engage que moi, je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper, et d'ailleurs, royalement, OK? Ici, FactSet ne va pas mourir. La pire chose qui puisse arriver à cette compagnie, c'est qu'elle se fasse racheter. Point. So, à un bon prix, bien sûr, parce qu'elle est assise sur un volume de data qui a énormément de valeur. Et si vous avez déjà utilisé les IA, etc., excusez-moi les amis, mais l'IA pour qu'il fonctionne correctement, il faut lui donner des bonnes données, des bonnes data. Si vous lui demandez d'aller fouiller sur Internet, vous ne pouvez pas avoir accès aux informations de FactSet. Ne vous inquiétez pas. Ce dont vous aurez accès, c'est de la poubelle. On va le dire comme ça. Ce n'est pas la vraie donnée. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce système-là, enfin, vous n'êtes pas nombreux, mais je peux vous dire ici que quand vous allez comparer FactSet et Zone Bourse, c'est le jour et la nuit. OK? Vous allez comparer FactSet ou bien Fiscal AI, c'est le jour et la nuit. Ou bien un autre outil que vous utilisez ici, c'est le jour et la nuit. En fait, vous n'imaginez même pas. Vous ne pouvez même pas imaginer parce que vous n'avez jamais vu ça devant vous. La profondeur, la qualité de ces datas-là, en fait, ça vaut son prix.
Donc, quand on dit ici que oui, mais Factset, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Moi, je te vends mon truc ici à 10 dollars par mois. C'est de la merde. Les professionnels utilisent la qualité. L'information a de la valeur. Je ne fais que vous répéter ça matin, midi, soir. Bref, je passe. Croissance de revenus, magnifique. On aime ça. Ensuite, on regarde quoi? On va regarder ici la marge brute. On voit que la marge brute est sous pression. Bon, on a une stabilité sur les dernières années ici. Attention, c'est également un business. Quand on regarde, on se pose toujours la question ici de savoir est-ce que c'est un business par acquisition ou bien c'est une croissance organique. Donc, c'est un mix des deux. Mais majoritairement, ici, c'est une croissance organique. Ensuite, on regarde ici la marge EBITDA pour voir si les deux parlent le même langage. Parce qu'on peut avoir une marge brute qui diminue, mais une marge EBITDA qui ne change pas du tout. Et comme on peut le voir ici, la marge EBITDA suit à peu près la même tendance depuis 2018. On aime bien ça. On a même une légère croissance ici. Ensuite, on va regarder ici les free cash flow et net income. Si les deux parlent le même langage, on les met sur le même graphique. Free cash flow ressemble à ceci, 1, 2, et net income, où est-ce que tu t'appelles? Voilà, on les met sur le même graphique, bim, badaboum. Free cash flow et net income ont tendance à aller dans le même sens. Free cash flow est légèrement plus élevé que ça. On essaie de voir ici si c'est une compagnie qui a généralement des SBC par rapport aux revenus. On voit ici que c'est 3%, ce qui veut dire ici que quand vous prenez les marges des free cash flow, vous retirez à peu près 3% qui correspond à peu près aux marges, enfin, au SBC. C'est soit vous voulez, enfin, c'est à vous de voir. Moi, je les prends avec les SBC, ça ne me dérange pas plus que ça parce que c'est une compagnie qui pourrait littéralement ici valoir bien plus que ça. OK? Voilà. Donc, je me limite à cet niveau. Ensuite, on va regarder ici. Vous pouvez si vous voulez que conservateur, enlever. Hein, c'est comme vous voulez. Moi, je vous montre ce que je fais ici, mais ne faites pas ce que je fais. D'accord? Faites ce que vous pensez être correct. OK? Donc, on a une dette nette ici aux alentours de 1,2 milliard par rapport au free cash flow qu'on génère. C'est une entreprise qui génère généralement ici des free cash flow de l'ordre de combien? De l'ordre ici de 600 millions par là, avec presque 700 millions à atteindre sur les années à venir. Peut-être qu'on va même les dépasser de manière générale. Donc, on peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. OK? Ensuite, nombre d'actions, on a déjà vu qu'elle rachetait massivement les actions, etc. Combien de fois les bénéfices le marché a eu tendance à payer pour ce type d'entreprise? Vous savez que ce genre de business, croissance, stabilité des marges, etc. Je ne paye pas, c'est un bon business, ça sera très rare de payer moins de 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Ça va osciller entre 20 et 25. Borne supérieure, ça sera 25. Borne inférieure, ça sera, enfin, entre 20 et 25 fois les bénéfices. 15 fois, c'est un cadeau littéralement. Et aujourd'hui, le marché vous propose cette compagnie à 15 fois les bénéfices. Je continue. Alors, ici, on a fait le tour, n'est-ce pas? Maintenant, on va regarder au niveau de Fastgraft. Je vais utiliser FDS Ticker Symbol. On met ça à ce niveau-ci. On met... alors, je vais prendre 20 fois les bénéfices. Et comme je le dis ici, 20 fois les bénéfices, pour moi, il y a de fortes chances, si l'entreprise continue à bien exécuter, que ça se passe très, très bien, qu'elle puisse échanger à 25 fois les bénéfices, comme c'était le cas sur les années précédentes. Mais je vais prendre 20 fois, on coupe la poire en deux. Ça ne me dérange pas plus que ça. OK? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK? 21,30 $, 246 $. Une entreprise qui pourrait me rapporter d'ici 2028, 21,30 $. 246 $. Mon rendement sur coût est de combien? 8,65%. Donc, si cette compagnie m'appartient, je l'achète en totalité et que je me distribue moi-même un dividende en prenant en considération tous les bénéfices qu'elle génère, j'ai 8,65% de rendement. Allez rechercher sur le marché un business. Attention, quand vous regardez les chiffres d'une entité, ce ne sont pas les chiffres d'aujourd'hui qui sont importants. Il faut regarder la stabilité, la pérennité, OK, de ce free cash flow-là. C'est important. Ce sont des éléments parmi tant d'autres parce qu'il y en a d'autres également. Donc, ici, je trouve que c'est un bon deal. Ça, ce n'est que mon avis. Donc, techniquement, je mettrais entre 240 $ l'action. 240 $ multiplié par 20 fois les bénéfices. Je ne prends même pas en considération la dette parce que je pense que la dette ici, c'est insignifiant. Enfin, 2 fois, on peut repayer en 2 fois ici et encore. Voilà, je serai gentil. On va mettre ça ici. 20 fois les bénéfices. Il faut enlever la dette. Hein. Je vous encourage même à le faire ici. Parce que si j'enlève la dette, on aura un chiffre bien plus bas que ça. OK, donc ça fait 420 $ pour moi ici. Et si je le prends à 25 fois les bénéfices, on sera à peu près à 500 $ l'action et plus. Donc, je ne paierai pas cette compagnie à plus de 420 $. Ça, c'est mon prix. OK, entre plus de 420 $, je ne paierai pas. OK, donc aujourd'hui, tirer les conclusions qui s'imposent. Ceci n'est que mon avis. Donc, ce qui veut dire que celui qui est là pour le dividende, voici une entreprise très intéressante. 1,89% en date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça continue à croître. Et encore, ce que vous oubliez, ce n'est pas le dividende qu'on regarde en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas. Il faut regarder ici le shareholder yield. Donc, combinaison entre versement de dividendes, rachat d'actions, remboursement de la dette. Et donc, on constate quoi? L'entreprise ici, si vous avez distribué la totalité de ce qu'elle a pris en rachat d'actions, plus le dividende, vous aurez eu 8,57% qui correspond presque au rendement actuel.
comme par magie. Investir n'est pas compliqué, les amis. Privilégiez, lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call et faites-vous un avis sur le business. Point à la ligne. OK? Tôt ou tard, le marché va se rendre compte de son erreur. Et